BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi en direct à 14h sur les réseaux de BFM et bien sûr le soir aussi en radio-télévision à 21h30. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, comme hier, Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Tu es directeur des contenus chez Cryptos, tu es CEO de Cube3. Tout à fait. Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Voilà, tu es un CGP dans la crypto. Voilà, c'est rare, mais de moins en moins. Mais tu es un des pionniers dans le domaine. Tu es associé fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine. Louis-Alexandre, on va parler de Bitcoin. Perdu à jamais, a priori. Tu vas nous donner des conseils pour éviter ça, mais aussi les dernières nouveautés techniques sur Bitcoin, sur Ethereum. Valentin, toute l'actualité, notamment des hacks de crypto qui n'arrangent pas les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et tout ça pourrait même avoir un impact sur la guerre en Ukraine. Mais d'abord, on part sur le marché crypto avec Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Laurent, ça fait une semaine que le Bitcoin latéralise autour des 26 000 $. Que se passe-t-il et à quoi s'attendre pour la suite ? Et oui, effectivement, c'est compliqué ces derniers jours pour le Bitcoin qui se maintient toujours sous ce seuil des 26 000 $. On est précisément à 25 700 $ actuellement. Voilà, il ne redonne pas de signal fort de relance haussière à court terme. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe directement sur le réseau Bitcoin grâce à l'analyse on-chain, on voit bien que les volumes sur ces derniers jours, même sur les 30 derniers jours, sont toujours clairement à la baisse. Et que même le nombre actifs d'adresses, donc c'est-à-dire les adresses qui envoient ou réceptionnent des Bitcoins, a tendance à stagner, voire diminuer. Donc voilà, on ne peut pas dire que l'enthousiasme soit franchement revenu comme en témoignent ces indicateurs. En plus, pour rien arranger, depuis mi-juillet, le dollar se renforce en reprenant plus de 4% face à l'euro. Et ça, historiquement, ça n'a jamais été bon pour le Bitcoin sur le plan technique. On a quasiment toujours vu une corrélation négative entre l'évolution du Bitcoin et du dollar. Donc naturellement, avec cette hausse du dollar depuis bientôt 2 mois, ça n'arrange pas la chose sur le Bitcoin, même si les fondamentaux sont toujours intacts et robustes sur la blockchain. Voilà, la conjoncture économique n'est pas forcément idéale ni optimale pour relancer les actifs risqués comme le Bitcoin. Alors sur le plan technique, on est toujours, comme on disait, dans cette phase de latéralisation. Le Bitcoin n'a pas brisé pourtant ses seuils techniques majeurs pour l'instant, notamment celui des 25 000 $, que tout le monde scrute. C'est vraiment le support majeur à ne pas briser sous les pieds du Bitcoin. Même s'il prend la route pour l'instant, il reste au-dessus. En revanche, dans l'autre sens, il faudrait qu'il franchisse durablement et accompagné de volume les 28 000 $ pour redonner un signal fort à court terme et re-rentrer enfin dans une dynamique haussière à court terme. Merci Laurent. Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. On surveille ça de très près. À bientôt Laurent. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Valentin, cela ne renverra pas une bonne image de la Corée du Nord et ils en paieront le prix au sein de la communauté internationale. Ce sont les mots du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, prononcés hier en réaction à la vente d'armes de la Corée du Nord à la Russie qui pourrait avoir lieu prochainement. Dans le même temps, Valentin, on apprend que la Corée du Sud veut traquer et geler les cryptos volés par les hackers nord-coréens. Cryptos volés qui pourraient même financer une partie de l'armement détenu par la Corée du Nord. Valentin, ces cyberattaques nord-coréennes, elles ont commencé quand ? Elles ont commencé il y a un certain temps et elles commencent surtout à peser lourd sur le bilan des actifs qui ont été dérobés et de à quoi ils servent. C'est 1,5 milliard d'euros. Il y en a même qui estiment Chain Analysis, pour la citer, la société qui permet justement d'observer un peu les flux, qui estime jusqu'à 3 milliards d'euros qui auraient servi à financer effectivement tout le programme de missiles nord-coréens. Et donc ça pose problème à la communauté internationale, ça pose problème évidemment aux plateformes qui permettent là aussi côté Corée du Sud de faire du blanchiment d'argent avec l'argent qui a été volé dans différents hacks. Tout ça effectivement ça mêle beaucoup de problèmes, beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de sujets liés aux actifs numériques dans le cadre des piratages qui ont été assimilés à des groupes justement nord-coréens. Donc on parle souvent de Lazarus Group, qui est un groupe coréen qui serait plus ou moins affilié au gouvernement ou aux puissants du nord-coréen. Donc c'est assez toujours difficile d'y voir très clair. C'est des choses qui sont très opaques. Là, effectivement, tu citais Amaury, la communauté internationale. Il y a les services de renseignement aussi qui essaient de comprendre un petit peu ce qui se cache. C'est des hacks qui vont de 500 millions à beaucoup plus, ou en tout cas qui sont vraiment importants dans l'écosystème. On parle souvent de hacks ici quand c'est de 10, 20, 30 millions d'euros. Là, on parle vraiment de très gros protocoles qui ont des portes dérobées ou qui se font attaquer des clés privées ou ce genre de choses. Donc, on change d'envergure et encore une fois, la problématique, c'est que ça sert à financer le programme des missiles nord-coréens. Donc, de 1,5 à 3 milliards d'euros, ça représente quand même la moitié du coût du programme de missiles nord-coréens. C'est assez dingue. Et est-ce qu'on pourrait même pas se dire, avec ce qui se passe, la réaction de la Corée du Sud qui voudrait poursuivre en justice
ces hackers, est-ce qu'on pourrait pas se dire presque carrément des pays de la communauté internationale, par exemple comme les États-Unis, se mettraient à sécuriser des protocoles crypto? Est-ce que c'est imaginable? Alors, c'est déjà effectivement le rôle de la réglementation. On en parlait hier avec Faustine, qui va déjà mettre des cadres. En plus, c'est un écosystème qui est jeune. Donc, à chaque fois qu'il y a un hack, on arrive à comprendre d'où il vient et on ne reproduit pas l'erreur. Donc, même sans attendre l'offensive nord-coréenne, c'est des dispositifs qui ont été mis en place. Maintenant, c'est sûr, là, on parle de sommes qui sont importantes. Après, elles sont assez anecdotiques dans les flux bancaires internationaux, mais on parle quand même de 3 milliards d'euros qui sert à financer un programme, a priori, de missiles nord-coréens. Donc, ça touche deux problématiques et qui passent par des plateformes réglementées. On parle là près de 60 millions d'euros récemment qui auraient pu être blanchis à travers 4 plateformes sud-coréennes. Donc c'est pour ça que rentrent en jeu aussi les services de contre-espionnage et de renseignement sud-coréens, déjà parce qu'ils sont voisins, et en plus que ça aurait été une politique de l'ancien gouvernement sud-coréen de laisser justement un peu décrépir le système de sécurité de leurs différentes entreprises pour ne pas attiser la haine de l'autre côté du territoire. Et aujourd'hui, ils semblent en payer le prix, et c'est pour ça qu'ils estiment qu'il faut très très vite remonter la barre de sécurité sur l'ensemble de l'informatique locale, et évidemment sur tout ce qui est plateforme numérique, parce que c'est quelque chose de décentralisé, mondial et inarrêtable. On ne peut pas couper les blockchains ou les services d'échange comme ça du jour au lendemain. On ne peut pas couper Bitcoin notamment. Louis-Alexandre, quand on... Du Nord, elle est connue pour avoir un bureau spécialisé qu'on appelle le bureau 52, et donc qui a déjà hacké plusieurs fois le système SWIFT. Donc, comme le disait Valentin, les volumes sont importants pour la sphère crypto, mais dans l'absolu, par rapport à ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils ont déjà organisé, ce sont des volumes finalement qui sont assez faibles. Voilà. Ils n'ont pas commencé avec les cryptos. Non, voilà, ça fait 30 ans qu'il y a un système organisé là-dessus. Et Louis-Alexandre, quand on a une actu comme ça, que les cryptos serviraient indirectement, potentiellement, à financer les armes de la Corée du Nord, et donc potentiellement à financer indirectement aussi des armes de la Russie, pour la Russie contre l'Ukraine avec ce conflit, est-ce que vous avez des clients que vous essayez de convaincre qui vous disent « Oula, non mais attendez, là, regardez ce qui se passe, moi je veux pas toucher aux cryptos » et ils mettent Bitcoin dans le même sac? En fait, on sait très bien qu'on peut tracer beaucoup plus facilement les transactions en crypto que le liquide. C'est pas pour rien que le patron de la banque, la BRI, Banque des règlements internationaux, nous dit qu'elle veut plus de cash. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a même pas de débat. C'est qu'est-ce que l'on fait avec l'unité de compte, que l'unité de compte soit un crypto-actif, du liquide ou autre chose. Voilà, c'est pas ça qui empêchera l'usage. Et la traçabilité de Bitcoin fait par exemple que le Hamas, qui est un groupe terroriste, refuse des dons parce qu'il y a trop de traçage. Bon, et des bitcoins, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Mais Louis-Alexandre, on estime que là, selon Chain Analysis, l'entreprise qui surveille, qui lit la blockchain, il y aurait entre 2 et 3 millions de bitcoins qui seraient perdus, peut-être à jamais, dont, on le précise, dont 1 million qui serait à Satoshi Nakamoto, là où les personnes derrière la création de bitcoin. Ça varie beaucoup comment en ça fait. Se fait comment on peut perdre des bitcoins? Alors on a des estimations de 1,6 million à 4 millions de bitcoins, donc ce qui est énorme quand même. Et alors souvent, la plupart du temps, ce sont des erreurs d'inattention ou des erreurs de procédure. En fait, beaucoup de gens ont décidé d'aller dans la logique de Bitcoin qui est de posséder soi-même ses clés privées. Ce qui est une grande liberté amène une grande responsabilité, et les gens malheureusement ne vont pas forcément faire ce qu'il faut. Et donc on va perdre par exemple la phrase de récupération. On va perdre sa clé, on va perdre son disque dur, voilà. Donc il y a un certain nombre, on estime que dans les disques durs, c'est à peu près, c'est presque 1 million de bitcoin qui serait perdu, entre 600 000 et 1 million qui serait perdu dans les disques durs. Donc pour cela, eh bien aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui mettent en place des solutions. On a vu une tentative avec Ledger de mettre en place quelque chose comme Recovery, qui a fait plus ou moins, plaisir. Très bien compris au départ. Voilà. Bon, voilà. Mais il existe aujourd'hui des solutions qui vont permettre, avec plus de privacy, de traiter Bitcoin d'un côté, de traiter tout ce qui est environnement Ethereum de l'autre. Ça fait partie, dans tout ce qui est transmission, ça fait partie des aspects techniques. En fait, transmission, on l'a dit, c'est des aspects techniques, des aspects juridiques et des aspects fiscaux. D'accord. Et justement, quand on voit tout ça, on peut parler aussi de donation. Oui. Si on a des cryptos, et que que ce soit pour les donner de son vivant ou même les donner après sa mort, comment on peut préparer tout ça?
Alors on prépare tout ça avec donc des aspects, comme on a pu dire, qui sont d'abord techniques, des aspects juridiques et des aspects fiscaux. Les aspects fiscaux, je vais commencer par là, c'est le plus simple. Il faut savoir que quand on donne des cryptos qui sont en plus-value, eh bien on purge les plus-values. Donc je sais que ça, à Surfing Bitcoin, ça fait beaucoup de questions. Sachez que si vous avez des bitcoins qui ont énormément de plus-value, le fait de les donner aux enfants ou aux petits-enfants va purger la plus-value. Voilà pour le côté fiscal. Après, bon, le reste, c'est soumis à droit de succession, il n'y a pas de sujet. Sur le côté juridique, il faut prévoir qu'on ne puisse plus exprimer son consentement. Dans ces cas-là, on fait un mandat pour le moment où on ne pourra plus exprimer son consentement. Surtout si son conjoint ou ses enfants ne peuvent pas gérer les cryptos. Il faut confier à un professionnel la capacité de le faire pour soi. Et puis ensuite, on a le mandat posthume. Donc là, je ne suis plus là. Qui va gérer si jamais les gens chez moi ne peuvent pas gérer? Et ensuite, il y a comment je peux organiser le transfert de mes cryptoactifs à mes proches ou à ma famille. Et là, on doit traiter d'un côté Bitcoin et de l'autre côté tout ce qui est environnement Ethereum, avec deux innovations majeures qui sont apparues ces dernières semaines. Oui, il y a beaucoup de nouvelles choses, à la fois sur Bitcoin et à la fois sur Ethereum. Le match continue. Donc sur Bitcoin, il y a notamment Liana, une solution qui est française d'ailleurs, Cocorico, on pourrait dire, qui permet de créer sa propre recovery. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Louis-Alexandre, est-ce qu'il y a un rapport avec Ledger Recovery ou ces deux trucs complètement différents? Totalement différent. En fait, on va manager quelque chose qui est un blocage dans le temps. On va partir du principe que tous les jours, on regarde si ma clé, mon adresse est active ou pas, si ça bouge ou si ça bouge pas. Après un temps que j'ai défini, 6 mois ou 1 an, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être une autre clé qui va pouvoir faire bouger mon compte. Donc, je prends un exemple pratique. J'ai décidé moi-même d'avoir ma clé Ledger, je peux la perdre, et j'ai prévu de donner à mon fils aîné une autre clé Ledger, ce qui fait que si la mienne ne bouge pas pendant 1 an, supposition j'ai perdu ma clé ou j'ai perdu ma seed phrase, eh bien c'est mon fils qui va pouvoir faire bouger mes cryptos après un blocage d'1 an, time lock d'1 an. Je peux décider que si lui, à partir de ce moment-là, ça ne bouge pas chez lui non plus, je peux aller décider qu'un professionnel va pouvoir les rendre soit à un notaire, soit à ma famille. Je peux aussi mettre des stratégies un petit peu plus complexes qui vont être des stratégies à multisignature. Si j'ai plusieurs enfants, je ne vais pas vouloir qu'un seul enfant puisse récupérer toutes les cryptos. Pour rappeler ce que c'est, multisignature, c'est qu'il faut je dis n'importe quoi, par exemple, si on décide qu'il y en a 4, il faut que les 4 personnes signent, sinon ça ne marche pas, c'est ça? Alors par exemple, je peux décider que moi j'ai ma clé 1 et puis que j'ai 3 enfants et mon épouse, et donc ça fait 5 clés. Je peux décider que moi-même je peux, tant que mon adresse est active, je peux décider moi-même des dépenses. Mais après, quand mon adresse est inactive, je peux décider que 3 sur 4 sont nécessaires pour faire une dépense. Et à ce moment-là, on pourra récupérer mes cryptos parce que 3 sur 4 vont signer les choses. Et ça ne sortira pas de la famille de cette manière-là. C'est quand même une sécurité assez nouvelle et c'est ce que Liana permet de faire avec une technique qui s'appelle Miniscript. Il faut saluer notamment Kevin Loéac et son équipe à ce sujet. Donc c'est une sorte de veto, de droit de veto qui est ajouté grâce à cette technologie. Et sur Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Alors sur Ethereum, on va utiliser plutôt ce que Ternoa a mis en place avec le Time Guardian ou Time Capsule. C'est un système dans lequel, là, je vais non plus passer sur des décalages d'1 an ou de 6 mois. C'est quelque chose d'un petit peu différent. Là, on peut avoir une capsule qui va voyager dans le temps, voire même très longtemps, et ne pouvoir être ouverte, par exemple, que par un oracle. Je prends un exemple simple. Je décide d'aller mettre 2 tiers de ma phrase de récupération dans une time capsule, donc on va dire dans une capsule fermée qui est sécurisée sur le réseau Ternoa. Et donc cette capsule-là, elle ne s'ouvrira qu'à un moment donné. Et ce moment donné, ça peut être par exemple l'interrogation du fichier des dernières volontés par le notaire. Je suis décédé. Qu'est-ce que fait le notaire? Il va interroger le fichier des dernières volontés. En interrogeant le fichier des dernières volontés, cette capsule va pouvoir s'ouvrir. Le notaire va récupérer 2 tiers de ma phrase de récupération. J'ai laissé à mes enfants 1 tiers. Et à ce moment-là, bien, le notaire va pouvoir attribuer les cryptos selon le testament que j'aurais pu faire, testament, acte juridique. Il faut aussi penser à faire pour ces cryptos. Valentin, l'euro numérique. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. À un moment, on en parlait beaucoup, un peu trop même, je trouve. Voilà, bon, là l'été est passé, donc on en reparle. Où en est de l'euro numérique? On prend un peu de nouvelles quand même.
Ça change beaucoup. Alors effectivement, on en a parlé à l'époque où il a changé de nom, il a re-changé de nom, donc je ne me risque plus désormais à donner son nom jusqu'à ce que ça soit définitivement arrêté. Mais l'euro numérique a pour objectif, on le rappelle, de concurrencer les monnaies privées sur blockchain comme les stablecoins, et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une vraie peur de la part justement des banquiers centraux de voir des monnaies privées prendre une part de marché considérable et n'avoir pour objectif que le monopole, parce que justement émis par des entités privées qui vont chercher de plus en plus de profit. On parlait au tout début de la reprise de cette saison du stablecoin de PayPal. Donc on parle là l'une des plus grosses entreprises au monde sur le secteur Ça inquiète bancaire. la Banque Centrale Européenne. Et effectivement, d'avoir un stablecoin propre à une plateforme aussi puissante que PayPal, avec la capacité d'émission et les utilisateurs qui sont déjà branchés dessus, ça rappelle les vieux fantômes. Il faut aussi en parler hier sur le plateau de Diem avec Facebook. C'est-à-dire la première fois où on a entendu parler d'une monnaie privée que des milliards d'individus auraient pu échanger d'une seconde à l'autre. Et c'est dans ce cadre de la monnaie privée de Facebook, qui finalement n'a pas abouti parce que les régulateurs ont mis le holà, que a eu lieu tous les débats sur les stablecoins, sur les monnaies numériques de banque centrale, sur l'encadrement juridique de ces actifs numériques. Donc on retrouve cette ancienne peur, ces vieux démons qui reviennent frapper aujourd'hui les banquiers centraux au moment où on entend parler d'un euro numérique, quel que soit son nom et sa forme, pour 2027, pour du détail et pour du gros. Pour le gros, donc les entreprises entre entreprises, on sait que ça avance forcément plus vite que pour le détail, donc les particuliers. Cela étant, on entend de plus en plus la volonté de la Banque centrale de conserver un peu d'anonymat. Louis-Alexandre parlait à l'instant justement de la capacité à tracer ou pas tracer du cash et qu'on recule sur l'utilisation du cash. Alors, la promesse qui est faite, c'est de dire qu'au-dessus d'un certain montant, les banquiers centraux, les banques commerciales ou n'importe qui ne pourraient pas avoir accès à l'historique du citoyen, et donc ça ne serait pas quelque chose qui serait utilisé contre eux pour X ou Y raison. Alors certains ont du mal à croire, effectivement tout ce qui est informatique laisse des traces, donc on pourra en tout cas techniquement toujours retracer ces choses-là, là où le cash n'est pas le cas. Donc on voit bien qu'il y a vraiment ces deux doctrines. La Banque centrale européenne, en l'occurrence, qui a deux combats à jouer en même temps, celle des autres États, les autres monnaies numériques de banque centrale. La Chine est très en avance, avec une doctrine qui est propre à elle, c'est-à-dire effectivement faire plus de contrôle sur la société, s'ils ne s'en cachent pas. Et de l'autre côté, les stablecoins qui prennent de plus en plus de place, et la BCE qui a pour objectif de garantir la stabilité monétaire, qui se demande vers où tirer pour essayer de garder son rôle central, justement. C'est vrai que c'est pas évident, l'équation n'est pas simple pour la Banque Centrale Européenne, parce qu'il y a à la fois l'apparition des autres monnaies numériques de banque centrale, il y a à la fois le fait que la concurrence des stablecoins privés, donc des monnaies numériques privées, et en plus le fait de ne pas non plus trop court-circuiter les banques commerciales françaises, européennes, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que pour l'instant, pas énormément d'informations. Je crois qu'il y avait un plafond à quelques milliers d'euros seulement. 3 000, ouais. Voilà, c'est ça, parce que sinon, ça aurait pris trop de parts de marché aux banques privées. On se demande comment est-ce qu'ils vont s'y retrouver. Louis-Alexandre, je ne sais pas si c'était une réaction, mais... Pour les banques commerciales, le sujet, c'est que c'est la baisse des fonds propres. C'est-à-dire que plus on retire, plus les comptes sont à la Banque centrale européenne et pas dans la banque commerciale, plus on retire des fonds propres aux banques commerciales, ce qui est un vrai sujet. Et pour revenir sur les monnaies digitales de banque centrale, aujourd'hui, on a une volonté de dédollarisation, et surtout on se rend compte que le pétrodollar, le dollar assis sur le pétrole, est en train d'être fragilisé. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'en yuan numérique, il y a déjà eu des transactions entre l'Inde et l'Arabie Saoudite pour des achats de pétrole. Donc il y a une concurrence des monnaies. Pour que cette concurrence des monnaies, comment les émettre? Quel support pour les émettre, si ce n'est le support numérique? Là, c'est un jeu d'influence qui est en cours. Louis-Alexandre, je crois que tu avais une anecdote qui concerne le Bitcoin et la religion. Et oui, on a beaucoup parlé de religion Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est une nouvelle religion? Eh bien, écoutez, il y a des choses plus anciennes. Une religion qui a 2000 ans, le catholicisme, et qui peut se poser des questions. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu qu'à Surfing Bitcoin, plusieurs personnes se posaient la question, ou s'étaient posé la question, de la compatibilité du Bitcoin avec les valeurs de l'Église, ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et il y a un consensus qui est en train de se faire autour du commun, puisqu'en fait, Bitcoin est un commun, en fait, est un outil qui n'a pas de barrière à l'entrée, qu'on soit petit, grand, pauvre, riche, africain, français, russe, ukrainien ou autre, on a accès à Bitcoin, et donc c'est un commun comme un autre. C'est ce que l'on fait avec. Si Bitcoin est un serviteur de bonne cause, à ce moment-là, il est tout à fait cohérent que ça soit un commun dans la doctrine sociale de l'Église. Donc il y a une vraie cohérence, en tout cas. Et ces débats-là, c'est nouveau. Alors, on s'est déjà posé la question.
il y a Non, longtemps. c'est un débat, en fait, c'est marrant parce que on peut dire que les chrétiens ont cette question de savoir si ce qu'ils font est juste ou pas. Hein, il y a cette question, est-ce que je suis aligné? Est-ce que ce que je fais, c'est aligné avec ce à quoi je crois? Et donc, cette question de ce questionnement est un questionnement utile pour savoir si simplement par rapport à ce que l'on dit être, est-ce qu'on est aligné dans ses actes par rapport à ce que l'on pense être? Moi, je trouve que c'est une question qu'on doit se poser et qu'on doit tous se poser parce que, voilà, elles ressentent les choses. Sujet brûlant, Valentin. Hein, c'est pas la première fois qu'on en parle. C'est la centralisation d'Ethereum, qui est au cœur de débat parce que les protocoles de stacking cherchent à se restreindre à moins de 22% de validateurs pour maintenir une certaine décentralisation du réseau. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait trop d'Ethereum. Il faut pas qu'il y ait trop d'Ethereum entre les mains d'une seule et même personne, c'est ça? Alors, c'est toujours la problématique, effectivement, de savoir qui détient une majorité de tokens. C'est des fois des faux problèmes. Là, ça peut en être un d'une certaine manière. Ça en est un, en tout cas, sur Bitcoin, parce que ce n'est pas un token de gouvernance. Donc, en fait, ce n'est que c'est d'un point de vue capitalistique que ça peut poser problème qu'une entité détienne 1 million de Bitcoin, parce que si elle les dump, ça peut faire mal au marché. Mais comme Bitcoin, ce n'est pas un token de gouvernance, dans l'absolu, ce n'est pas super grave. Là où sur des tokens de gouvernance de protocoles décentralisés comme Aave, Curve ou Lido, du coup, dont on va parler, ça peut être un problème plus important parce que la gouvernance est donc un peu plus centralisée que ce qu'elle doit l'être. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que depuis qu'on est passé sur Ethereum 2.0 en septembre dernier, donc il y a presque un an, on a divisé toute la partie consommation énergétique du réseau de 99% en changeant de manière de sécuriser le réseau, en ne faisant plus tourner des ordinateurs pour du minage, mais en garantissant la sécurité du réseau, en jalonnant, en bloquant, en verrouillant 32 Ethers. Et donc en devenant validateur. Et ce qui se passe, c'est que comme beaucoup n'ont pas 32 Ethers, il y a eu des protocoles comme Lido Finance, Coinbase le fait aussi, Binance le fait aussi, qui mettent en commun plusieurs utilisateurs qui ont moins de 32 pour créer des nœuds de 32, mais du coup qui sont issus de plusieurs dépôts. Ceux qui ont moins de 32 Ethers s'associent pour pouvoir avoir du rendement quand même. De ce point de vue-là, effectivement, ça pose un problème sur qui va réussir à capturer la majorité de ces dépôts. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Lido qui est largement majoritaire. Et donc, l'une des inquiétudes et l'une des promesses qui a été proposée par une partie de la communauté, c'était de dire ne faut-il pas qu'on bloque cette capture des retails pour que Lido, par exemple, n'ait pas la majorité des Ethers en circulation. Mais justement, Lido, je crois, a envie de garder la majorité. C'est effectivement le débat du moment. C'est-à-dire que autant ceux qui ont moins de 22, parce que la communauté s'est dit, OK, en dessous de 22%, c'est encore tenable. On peut ne pas s'interroger sur la centralisation du réseau s'il y a moins de 22% chez un seul prestataire. Donc c'est le cas chez Binance ou Coinbase, ils sont en moins de 22. Sur ceux qui sont en plus de 22, forcément, ils ont déjà une partie non négligeable, ils ne veulent pas se plier à ces règles-là. C'est le cas de Lido qui a voté à 99,5% sur justement le forum de gouvernance, qui ne souhaitait pas s'auto-limiter puisqu'ils sont largement au-dessus de cette limite. Donc à voir quelle est la suite des événements, c'est un vrai et un faux débat. Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, a précisé qu'il fallait peut-être non pas obliger de se split, de se mutiler quand on est meilleur, mais peut-être de limiter les gains que pourraient avoir les plus grosses poules qui seraient mis en commun du coup via Lido, et que du coup par définition les gens partent ailleurs pour essayer d'avoir plus de récompenses. Mais à date, effectivement, Lido est majoritaire sur la centralisation d'Ethereum. Si c'était un acteur malveillant avec uniquement quelques autres personnalités importantes de l'écosystème, il pourrait essayer de valider et de forker Ethereum. Ça reste improbable parce qu'encore une fois, c'est transparent et décentralisé encore aujourd'hui. Donc quand bien même ils essaieraient de faire cette alliance-là, on l'avait vu sur Bitcoin à une époque avec les mineurs qui étaient un peu trop nombreux, les gens le verraient et partiraient du réseau Ethereum qui s'effondrerait. Donc ça serait devenir le roi d'un système qui ne vaut plus rien. En sortant un peu de la communauté Web3, Louis-Alexandre, la décentralisation d'Ethereum, c'est un sujet pour vos clients? Oui. Ou il est un peu trop tôt Oui, c'est un gros sujet. C'est déjà un sujet, carrément. Oui, c'est déjà un sujet, puisqu'en fait, nous, on a pris une position qui est très tranchée. C'est, on dit à nos clients, soit vous avez 32 Ethereum et on vous conseille quelqu'un pour opérer le nœud, soit vous n'avez pas 32 Ethereum et voilà, on ne va pas chercher à faire du rendement, à déléguer. Nous, on a décidé que tous nos clients, on les encourage à être self-custody, et donc ça veut dire qu'il faut qu'ils détiennent eux-mêmes sur leur clé privée l'ensemble des actifs, et on ne souhaite pas dégrader la qualité de l'actif pour l'instant. Alors, on a des solutions qui sont en train d'arriver en DeFi pour garder et conserver ces jetons et pouvoir quand même bénéficier d'un revenu. C'est déjà un sujet, donc ça bouge, ça n'arrête pas d'avancer. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Louis-Alexandre de Froissart pour Montaigne Conseil Patrimoine. Valentin Demey,
CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Merci Amaury. Merci d'avoir été avec nous. Demain, on sera avec Louis Tellier pour The Big Whale et Pierre Noisa de Paymium. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.